Et bonjour à tous. Hello Célia. Salut! Alors, on va attendre que les gens passent d'une scène à l'autre. Ils viennent normalement de finir une session de folie avec TF1. Si vous êtes déjà arrivés, on vous laisse poser un petit hello dans le chat pour s'assurer que tout le monde est bien arrivé. Oui. Est-ce que vous étiez à la session de TF1 juste avant? On a parlé Starac, on a parlé Jean-Pierre Foucault, on a parlé de toutes les choses possibles Incroyable. et imaginables. Ok, alors je vois que tout le monde nous rejoint, c'est top. On a parlé de MacGyver, c'est vrai. On a parlé de plein de choses hyper intéressantes. Euh, et pour toutes les personnes qui nous rejoignent là, je vous présente Célia. On va parler des deux choses les plus importantes pour un communicant en 2025, 2024-2025, TikTok et avoir une stratégie TikTok qui fonctionne, pas juste se dire oh faudrait y aller, mais on sait pas trop comment y aller. Donc on est trop content de t'avoir Célia parce que déjà de un, Decathlon, vous faites quand même du super taf sur TikTok, vous avez une grosse audience quand même, et toi ça fait quand même quelques temps que tu travailles avec eux, donc tu as pu vraiment suivre cette Mhm. création et puis la création de ce contenu et la référence un peu éditoriale. Donc ça va être trop bien. Et puis en plus, je pense que très souvent, ce qui est notamment quand il s'agit de se lancer sur un nouveau réseau social, le fait d'avoir l'expérience de quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est toujours plus pertinent et plus intéressant que juste quelqu'un qui vous dit allez-y, lancez-vous dessus, ça va bien marcher. Donc on est trop content de t'avoir. Je vais te laisser la main et je vais te laisser présenter ta présentation. Et surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis sûre que vous en aurez plein. Vous les mettez dans l'onglet questions, j'en prendrai une ou deux à la fin pour les poser à Célia. Et voilà, Célia, je te laisse prendre la main. Yes. Bah alors, je vais vous partager tout de suite mon écran. Comme ça, on perd pas trop de temps. Hop, go. Alors, du coup, moi, je me présente très rapidement. Je suis chez Decathlon depuis 6 ans dans l'équipe réseaux sociaux. J'ai commencé en tant que community manager et du coup, avec le temps, j'ai pris beaucoup plus de responsabilités et aujourd'hui, je suis en charge de tout ce qui est opérationnel concernant l'animation de nos réseaux sociaux et toute la création de contenu. Du coup, on va parler de TikTok aujourd'hui et j'étais avec mon équipe là quand on a lancé le compte et créé le compte. Donc j'ai vraiment bien la strat en tête. Alors, du coup, j'ai préparé ça en 4 parties qu'on va pouvoir dérouler tranquillement. Je commence par le contexte que vous connaissez assez bien. En 2020, TikTok est devenu un réseau un peu incontournable, en partie grâce au confinement, puisque beaucoup de monde a passé beaucoup de temps sur TikTok puisqu'on n'avait pas grand-chose d'autre à faire. Donc le nombre de téléchargements a explosé, mais surtout le public et les contenus se sont vachement diversifiés. Donc du coup, après le confinement, quand c'était un peu passé vers l'été 2020, on s'est posé la question de est-ce qu'on se lance sur TikTok, est-ce qu'on a notre place sur TikTok? Parce qu'à l'époque, il y avait très très peu de marques, voire pas de marques françaises, et encore moins de marques qui créaient des TikTok. Ils étaient plus là pour soit être présentes sur les comptes des créateurs pour gagner un peu de visibilité, ou alors ça dupliquait plutôt des contenus ou des pubs qu'on voyait ailleurs, mais il n'y avait pas vraiment de marque présente. Donc du coup, on a beaucoup débattu parce qu'on débat beaucoup dans notre équipe pour beaucoup de sujets. On a beaucoup réfléchi aux idées et on s'est dit qu'il y avait une seule condition pardon, qui ferait qu'on irait sur TikTok, c'était qu'on soit capable de poster presque tous les jours du contenu spécifiquement pensé pour TikTok. On s'était dit que si on dupliquait ce qu'il y avait ailleurs, ça servait à rien. On n'avait pas envie d'y aller juste pour y aller. Donc c'était la condition qu'on s'était mise à l'époque et qu'on a plutôt respectée pour lancer notre stratégie qui a été une stratégie en 4 temps. Donc, on a lancé le compte, je crois que c'était le fin octobre 2020, avec plusieurs étapes en tête. La première, il fallait qu'on puisse être sur TikTok avec des contenus adaptés. À l'époque, il faut savoir qu'on était 4 dans l'équipe, mais 2 à créer du contenu et on a d'autres réseaux animés, donc Insta, X et Facebook notamment. Donc, on n'avait pas le temps de créer du contenu au quotidien pour TikTok. Du coup, on a décidé de s'entourer des créateurs qui, depuis le début et encore aujourd'hui, pour nous, était hyper important et essentiel pour pouvoir performer sur TikTok. On avait envie de devenir la touche de sport dans le quotidien des Français, donc on s'est entouré de créateurs spécifiques sur le sport, qui créaient déjà du contenu sur le sport. Donc à l'époque, on créait tout notre contenu via des créateurs qui nous fournissaient du contenu pour notre compte. Faut savoir qu'en 2020, il n'y avait pas énormément de marques
qui demandaient aux créateurs de leur créer du contenu sans vouloir être sur leur compte auprès de leur communauté. Donc, ça a été, pour la petite anecdote, un peu une bataille pour créer des contrats cohérents, puisque les créateurs me disaient, ben, je comprends pas, vous voulez pas nos abonnés et tout. Et on leur disait, ben non, nous, on a besoin de contenu. Decat est une marque très très visible que presque tous les Français connaissent. Donc nous, on a la chance de pas avoir besoin de visibilité, mais on a besoin d'avoir une strate où on va être présent dans la tête des Français quand ils vont se mettre au sport ou les accompagner dans leur pratique au quotidien. Donc on s'est dit, on veut juste des contenus de sport, on veut être la touche de sport dans le quotidien. Mais à l'époque, on s'est dit, quand on se lance, on pourra pas faire ça éternellement. Il faut qu'à un moment, on soit capable de créer notre contenu. Donc, on s'est d'abord installé sur TikTok, on a créé une petite communauté et ensuite, on a intégré des contenus qu'on crée nous-mêmes quand on a réussi à se rééquilibrer en termes de temps, notamment pour créer assez de contenu pour les autres réseaux et aussi pour TikTok. Donc, on a récupéré des contenus qui étaient présents chez nos marques, des rushs qui étaient présents sur des pubs qu'on a remaniés pour faire des contenus TikTok. Et ensuite, on a intégré de plus en plus de tutos, de contenu sur nos produits et tout. Parce que pareil, en 2020, il n'y avait pas énormément de contenu face cam, il n'y avait pas énormément de tutos sur TikTok. C'était beaucoup de contenu de sport, mais juste de pratique. Donc du coup, ce deuxième temps, il est plutôt arrivé début 2021 où on a commencé à intégrer nos contenus à nous. Et ensuite, je pense que c'est vers fin 2021, début 2022, on a ajouté du contenu qu'on co-créait avec des créateurs. Où là, on arrivait avec des thématiques et des idées précises, où on leur disait, ben là, on a envie de parler, par exemple, on a commencé avec Samy, que vous avez sûrement beaucoup vu passer sur nos comptes si vous nous suivez, autour du foot US, puisque lui commençait sur TikTok à l'époque, et on lui a dit, bah en fait, on a envie de mettre en avant les règles du foot US, mais on ne sait pas trop comment le faire pour que ce soit adapté à TikTok. Donc, on a pensé à pas mal de contenus ensemble qu'on a vraiment co-créé de A à Z. Des fois, c'est des idées qui venaient de lui, des fois de nous, mais on essayait toujours de trouver un moyen de garder la tonalité des quatre noms tout en ajoutant leurs pattes à eux. Ce qui est devenu le contenu des créateurs sur nos comptes, des contenus co-créés. Et en fait, ce temps 3 a été longtemps, donc je pense du début 2022 à aujourd'hui, c'est encore un truc qu'on fait. On crée énormément de contenu avec les créateurs. Et en fait, on est dans le processus créatif dès le début et on échange énormément ensemble pour créer des contenus qui répondent à nos besoins et qui restent quand même à l'image de ce que eux font sur leur réseau. Donc, c'est devenu un peu ça notre compte. On avait des contenus qu'on co-créait et des contenus qu'on faisait nous-mêmes. Là, le temps 4, c'est plutôt où on est aujourd'hui, c'est-à-dire que on a besoin aussi d'être présent sur leurs espaces, mais pas juste pour sponsoriser et dire Decathlon existe. Parce qu'en fait, Decathlon, comme je vous l'ai dit et comme vous le savez, est déjà très présent dans l'esprit des Français quand il s'agit de sport. Donc là, on va plutôt penser à des contenus qu'on va co-créer ensemble sur le réseau, liés à des produits très précis, à des services qu'on veut faire connaître, parce qu'on est très connu en tant que Decathlon, mais il y a des choses chez Decathlon qui sont méconnues. Et donc, c'est là qu'on va se servir de leur communauté et de leur réseau à eux. Donc, ça va vraiment être sur des sujets très précis, pardon. Donc, on va vraiment arriver auprès d'eux avec une idée ou un brief un peu plus précis pour leur dire, ben là, on a envie de parler de ça. On pense que cette idée t'irait bien. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu as envie de remodeler l'idée, etc. Donc là, on est arrivé à un moment où on alterne entre des contenus avec eux sur nos comptes, des contenus avec eux sur leur compte, des fois cross-postés, et, euh, et des contenus qu'on continue de créer nous-mêmes, justement pour créer aucune dépendance entre chaque manière de travailler. Euh, donc voilà. Et ensuite, concernant notre création de contenu, on a deux points hyper importants. La première, c'est de rester agile, parce que TikTok évolue très rapidement. Donc, on doit être réactif à tout ce qui change, aux nouvelles fonctionnalités et aussi au fait que les contenus ont une durée de vie assez éphémère. Donc, du coup, c'est important pour nous de rester agile. Et pour pouvoir rester agile, on a la volonté et c'est ce qu'on a réussi à installer et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de s'entourer d'experts et d'expertes du social media, que ce soit donc, comme je l'ai mis dans le schéma, des créateurs, notre agence OP1C qui nous accompagne au quotidien, ou les marques Decathlon. Donc en fait, tout ça nous permet d'avoir une création de contenu diverse, d'avoir une création de contenu qui est dans les codes actuels, parce qu'en fait, nous, on est aussi forcément experts dans notre domaine, mais on a toujours besoin de regards extérieurs pour prendre du recul sur ce qu'on fait au quotidien, pour prendre du recul sur les sujets qu'on veut adresser, parce qu'en fait, des fois, on est Decathlon, donc on a des sujets qu'on veut mettre en avant, des messages qu'on veut faire passer, et quand on baigne dans des cadres, on n'a pas forcément de recul sur est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire comme ça ou non. Donc c'est hyper important pour nous d'être bien entourés. Et je rentre un petit peu dans le détail sur les créateurs de contenu pour que vous compreniez la manière dont on bosse avec eux.
Aujourd'hui, c'est hyper important pour nous d'avoir une collaboration cohérente autant pour eux que pour nous. Donc en fait, il y a des points qu'on s'impose dans chaque collaboration. La première, qui est une des plus importantes, c'est de respecter l'univers du créateur. On va jamais travailler avec un créateur juste pour son nombre d'abonnés, parce qu'en fait, c'est hyper important pour nous de prendre en compte l'univers qu'il a créé. Comme ça, dans chaque contenu qu'on va créer ensemble, on va retrouver son univers, on va retrouver le nôtre. Et pour les gens, la collaboration, elle est plus naturelle, elle est plus authentique. Donc, en fait, ce point qui est un point qu'on retrouve dans tous les autres points est hyper important pour nous. En fait, on va créer avec lui, on doit accepter son univers. Peut-être que des fois, tout le monde ne sera pas d'accord sur toute la manière de faire, mais l'idée, c'est vraiment qu'il se sente bien quand il bosse avec nous. Parce que si le créateur se sent bien, quand il va bosser avec nous, il sera vachement plus naturel, plus détendu. Il osera nous faire des retours, il osera montrer son désaccord ou donner des idées. Enfin, ça rend l'échange beaucoup plus naturel. Et ensuite, ça nous permet de co-créer un contenu ensemble qui sera beaucoup plus naturel. En fait, de A à Z, on va bosser ensemble sur l'idée, comme je vous l'ai dit dès le début, ce qui nous permet d'avoir une création de contenu à la fin qui rentre vraiment dans la case du créateur et de nos contenus. Donc ça, c'est un truc qui est important pour nous. On a aussi besoin de prendre le temps de consommer le contenu d'un créateur avant d'accepter une collaboration. Parce qu'on va souvent vers eux pour proposer des choses, mais ça nous arrive forcément en tant que des cadres de recevoir des propositions de collaboration ou d'activation. Quand on nous les propose, si on voit que c'est un profil lié au sport avec une idée qui peut coïncider avec nos besoins du moment, avant d'accepter, on va aller prendre le temps de consommer le contenu pour être sûr qu'on est un créateur ou une créatrice proche des valeurs de Decat, cohérent avec Decathlon, pour qui en fait ce sera logique de travailler ensemble. Donc on va vraiment prendre le temps de le consommer nous à titre perso avant de se faire un avis plutôt que de juste se baser sur des stats ou des KPI qu'on va nous donner du coup dans les présentations. On a vraiment besoin de savoir si en fait en termes de création de contenu on s'y retrouve, est-ce qu'en termes de valeur on s'y retrouve, est-ce qu'on va vraiment pouvoir mettre en avant la collaboration de la meilleure des manières. Et ensuite, comme je vous le disais plus tôt, on va prioriser la qualité du contenu et la cohérence avec le sujet qu'on veut mettre en avant plutôt que le nombre d'abonnés, parce qu'on n'a pas ce besoin-là en tant que des cadres de juste être visible et juste montrer la marque. Et enfin, le dernier point qui est hyper important pour nous dans une collaboration avec les créateurs de contenu, on favorise le travail en direct avec les créateurs le plus souvent possible, puisqu'on n'a pas toujours le choix, mais on essaye de le faire le plus possible, parce qu'on a remarqué avec l'expérience que moins il y a d'intermédiaires, plus on s'y retrouve en termes de création, parce qu'en fait, les messages sont très clairs, les échanges sont très clairs, et en fait, il peut y avoir des problèmes de perception des fois dans les retours, dans l'idée et tout. Donc, on préfère vraiment bosser en direct dès qu'on peut. Faut savoir qu'on passe presque jamais par des agences pour trouver un profil. Soit on va le chercher nous-mêmes en faisant beaucoup de recherches sur les réseaux, soit le créateur va venir à nous. Et exceptionnellement sur des activations qui dépassent juste le social media, on peut accepter des propositions d'agence, mais même dans ce cadre-là, on demandera toujours à l'agence d'avoir accès au créateur ou au moins à l'agent qui est en direct avec le créateur pour pouvoir échanger en fait de façon plus simple sur tout ce qui est créativité. Et pareil, de notre côté, la personne qui sera en contact avec le créateur, c'est la personne qui va créer le contenu. C'est vraiment pour avoir les créatifs ensemble dans une même salle afin de discuter de la meilleure des manières du contenu final qu'on va sortir ensemble. Je vous ai mis un petit exemple d'une des collaborations très récentes que vous avez peut-être vu passer. Voilà, aujourd'hui, on repart. Il y a mon préféré, carbone aussi. En 2000 de carbone, ça c'est de l'alu parce que regarde, là il y a des joints. Alors que le carbone c'est fait en une pièce, regarde, il n'y a pas de joints. Alors que dans ma poche, il y a deux bons gros joints. Donc là je fais mes courses, je pense que je vais prendre celui-là. Hein. Astuce pour on le fait rentrer à l'intérieur. Donc voilà, là vous avez compris un peu l'idée. Je vous mets pas la vidéo en entière parce que ça dure un peu de temps. Mais là on a donc collaboré avec Nicotine et Samy qui est derrière la caméra qui intervient un peu plus tard dans la vidéo. Et l'idée là c'était puisqu'on a une petite série de contenus qu'on a lancé il y a pas longtemps où on va se balader dans un magasin avec quelqu'un de notre team athlète, donc à la période des JO. Et là on voulait un épisode 2 avec quelqu'un de différent. Samy, donc avec qui on bosse depuis des années maintenant, qui est un créateur installé sur les réseaux, nous a dit avec Nico ce serait vraiment cool parce qu'il y a une cohérence avec Decathlon qui est cool et je pense que ça peut être vraiment marrant de le mettre dans un magasin parce qu'en plus lui sur ses réseaux il y a souvent parlé de vélo, il y avait souvent un between en fond dans ses lives et tout, donc il y avait une connexion qui se faisait naturellement et donc on a été lui proposer l'idée et on lui a dit on te laisse carte blanche dans le magasin. La seule chose qu'on a besoin, c'est d'avoir un contenu qui matche avec notre ligne édito un minimum. Et là, du coup, c'était la mission de Samy qui connaît bien Decat. Et on a réussi à vraiment bien
mettre les deux univers dans un même contenu. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Le contenu a très bien marché. On a pris 4000 abonnés sur TikTok juste via ce contenu. Et en fait, Nico, à la fin, nous a dit, en fait, c'est trop bien de collaborer avec des cas, je me suis sentie libre, j'ai vraiment pu faire parler ma créativité, ce qui donne une collaboration vraiment hyper efficace sur nos réseaux. Voilà, team. Et un bon exemple. Désolée. Donc, du coup, ensuite, on a la création de contenu qui passe via notre agence, les marques ou nous-mêmes. Vous avez plusieurs exemples que je vous ai mis et que je vous laisse en dessous. Et donc, du coup, ici, c'est les multitudes de contenus qu'on va avoir via nos canaux internes, donc en dehors des créateurs. Il y a des contenus qu'on va créer nous-mêmes, comme le premier qui est un tuto avec nos produits qui est choix pour la rando, où on montre qu'on peut faire des repas un peu cool. La deuxième, c'est un tuto en magasin qu'on a créé avec notre agence qui a géré toute la prod de ces contenus-là. Et la troisième, c'est un test produit, donc que je vous laisse un petit peu. Et là, en fait, c'est des rushs qu'on a récupérés de nos marques pour créer un contenu adapté à TikTok. Et donc, c'est pour montrer qu'en fait, dans toutes nos façons de bosser, le but, c'est vraiment d'avoir une cohérence en termes de contenu, au moins de qualité de contenu. Et sur tous ces contenus-là, que ce soit avec les créateurs, notre agence, nous ou les marques, on est toujours impliqué de A à Z dans le processus créatif pour pouvoir garantir la cohérence avec notre strat, mais surtout avec la tonalité des cadres sur nos réseaux. Et donc, ça nous permet d'adresser une multitude de sujets. Et donc, je vais en parler juste après. Donc, on a énormément de sujets chez Decathlon. On doit parler du sport, on doit parler de nos marques, de nos services, de nos magasins, de nos produits. Et donc, pour faire ça, on a segmenté nos contenus en 5 typologies de contenus dans lesquels tout peut rentrer et dans lesquels on essaye de s'intégrer facilement dans les habitudes de consommation. Parce qu'en fait, parler d'un produit, parler d'un partenariat, faire une petite blague sur une actu par rapport à Decathlon, c'est des contenus qui ont rien à voir. Et on a vraiment besoin d'avoir une certaine cohérence, même si quand on arrive sur notre compte, il y a tellement de contenus différents que c'est pas toujours très clair, mais ça ressemble aussi à des cas où on trouve tout quand on va en magasin, donc c'est un petit peu cohérent quand même. Mais l'idée, c'était vraiment de se segmenter au moins en typologie de contenu pour nous, dans notre création, savoir, OK, on les range dans ça, et on s'y retrouve un peu par rapport à tout ça. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail de chaque typologie. Donc, la première, c'est le produit. C'est marrant parce qu'au début, quand on s'est lancé sur TikTok, on parlait jamais de produits en direct. Et en fait, on faisait des contenus autour du sport et tout. On s'est rendu compte avec le temps que les contenus qui marchaient le mieux chez nous, c'était des contenus que seuls Decat pouvaient faire. Donc du coup, ça fait partie des typologies là qu'on a divisé avec le temps parce qu'on s'est dit là, il faut vraiment qu'on adresse des sujets et qu'on fasse du contenu qu'on peut pas forcément retrouver ailleurs. Et c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nos contenus fonctionnent quand même assez bien. Et donc sur la typologie produits. Le but, c'est vraiment de mettre en avant les meilleurs produits ou des innovations ou des produits méconnus en reprenant les codes de TikTok sans juste dupliquer des contenus assez publicitaires qu'on va retrouver peut-être sur Facebook en ads ou autre. Là, le but, c'était vraiment d'avoir des concepts créatifs où on pouvait mettre en avant nos produits. Donc, je vous ai mis 3. Le premier, c'est une vidéo en stop motion où on vient montrer l'utilité de façon très directe d'un de nos sacs de trek, mais avec un contenu satisfaisant, ASMR, tout ce qui marche très bien aujourd'hui. Donc du coup, très cohérent avec nous parce que c'est notre produit, on y voit toutes les fonctionnalités du produit et donc la cohérence, elle se fait assez facilement. Là, en deuxième, vous avez un POV en usage de nos luges gonflables. En fait, on vient nous voir en nous disant, on a une luge gonflable qu'on veut sortir, comment on peut la mettre en avant? Et nous, on s'est dit, allez juste faire de la luge avec une GoPro, ça fera un contenu cool, satisfaisant, et en plus, on voit l'usage vraiment brutal du produit. Et donc, pareil, c'est des contenus qui sont propres à Decat parce que c'est nos produits et on les met en avant de cette manière. Et le troisième, alors juste pour introduire, là, on avait pareil, on est venu nous voir en nous disant, on sort un porteur pour les petits, donc c'est évolutif, c'est une innovation, etc. On aimerait bien le mettre en avant, mais on ne sait pas trop comment le mettre en avant sur les réseaux et sur TikTok. Et du coup, on a réfléchi, on s'est dit, le meilleur moyen de le mettre en avant, c'est de faire parler ceux qui vont l'utiliser et de leur demander d'expliquer avec leurs mots ce qu'ils ont compris du produit. Le tournage a été ultra galère parce que vraiment tourner avec des enfants, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est un sacré challenge. Mais on a réussi à avoir un résultat final ultra satisfaisant qui met bien en avant le produit et qui permet d'avoir un contenu au-delà d'être une pub, très cool à regarder. Donc, je vous mets une petite... C'est et on va vous expliquer comment ça marche sur porteur. C'est parti. Alors, le porteur est dans le petit
j'étais petit. En fait, ouais, tous les cartons, ça soit plus facile. C'était plus vite. Allez, 3, 2, 1, partez, on y va. Hop, voilà, je vous l'arrête. Désolée, mais on a vraiment beaucoup de contenu, donc je passe le truc, mais vous avez compris l'idée. C'était vraiment de mettre en avant le produit en leur faisant parler du produit directement. Là, on a une autre typologie de contenu dans laquelle on a classé tous les contenus un peu cool pardon, tous les contenus en fait dans lesquels on va pouvoir entretenir la sympathie et la légèreté propre à Decathlon sur les réseaux. Donc, on va y intégrer nos produits, peut-être nos partenaires, peut-être d'autres thématiques, mais le but c'est de le faire d'une façon légère pour garder un peu cette tonalité qu'on connaissait à l'époque sur Twitter ou qu'on pouvait retrouver ailleurs. C'était en fait de la ramener aussi sur TikTok d'une certaine manière. Donc, on a plusieurs exemples. La première, c'est Léonie, vous avez peut-être déjà fait à l'époque. Je ne vais pas vous la mettre en entier parce que j'ai une autre partie plus tard, mais si vous voulez la voir, elle est évidemment disponible sur TikTok. La deuxième, c'est une petite blague qu'on a faite à l'époque par rapport à la pénurie d'essence parce qu'on nous avait mentionné sur Twitter en disant que nos vélos avaient dû augmenter, enfin la vente de nos vélos avait dû augmenter par rapport à la pénurie. Donc on a juste pris le tweet, on en a fait un petit clin d'œil par rapport à l'actu qui a très bien marché. Aujourd'hui, La dernière. il était pas Pour l'instant, Des micros sur les joueurs. Et là, on fait on a le but, c'est de mettre en avant le sport de l'intérieur et d'en profiter pour mettre en avant des clubs partenaires, des clubs affiliés, des clubs habillés en Décathlon. Et donc, ça permet de mettre du sport dans le TikTok avec une manière un peu divertissante qui change et en fait qui met bien en avant nos partenaires, nos athlètes ou peu importe, mais dans un contenu plus divertissant. Ensuite, on a les contenus accompagnement qui sont du coup Célia, plutôt je te coupe juste une toute petite seconde, je sais pas si tu m'entends. Une aide plus concrète dans le quotidien des sportifs. Et du coup, de mettre en avant nos produits, mais aussi de montrer comment on les utilise, etc. Pareil, la première, c'est comment fonctionne notre service de reprise et de seconde vie. La deuxième, c'est un tuto gourde. Et la dernière, c'est évidemment un tuto de l'attente 2 secondes qui se replie. Et en fait, petite anecdote sur celle-là, je vais pas la laisser en entier, mais c'est là qu'on s'est rendu compte que TikTok était vraiment devenu un moteur de recherche. Parce qu'en gros, on l'a posté en avril, je pense, de l'année dernière. Elle avait fait 60 000 vues. On s'est dit, ouais, non, mais c'est un tuto de l'attente 2 secondes. Il peut pas faire que 60 000 vues, c'est pas possible et tout. Et on s'est dit, bon, tant pis, on va la laisser. Et en fait, pendant les festivals, les gens recherchaient un tuto pour l'attente 2 secondes parce qu'ils n'arrivaient pas à la replier. La vidéo est passée de 60 000 vues à 1,2 million en une semaine. Je pense que c'était après le festival de Dour ou un truc du genre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse plus de contenu comme ça, qui allait peut-être pas marcher sur le coup, mais qui serait réutilisé et qui serait cherché en fait sur TikTok. Et c'est là qu'on s'est dit, ouais, en fait, tous les trucs qu'on nous dit sur le moteur de recherche, c'est vraiment réel. Et en fait, ouais, elle est passée à 1,2 million et c'est devenu un des tutos les plus vus de notre compte. Et enfin, ce qui est plutôt logique quand on connaît le sujet, mais ça a été vraiment un truc hyper cool et aujourd'hui on a vraiment à cœur de faire pas mal de vidéos comme ça qui peuvent servir sur le long terme les gens en fait qui vont les chercher sur TikTok. Ensuite on a la typologie proximité qui en fait est vraiment très brutalement d'aller à la rencontre des gens pour parler de sport, pour parler de nos produits, pour parler de plein de choses avec eux. Ça c'est vraiment en fait à l'image de T4, c'est une proximité qu'on a beaucoup en magasin, qu'on a beaucoup sur les réseaux et qu'on veut en fait continuer d'avoir aussi sur TikTok. Donc ça se matérialise avec des micro-trottoirs. Donc là, c'était au salon du running pendant le marathon. Ensuite, aujourd'hui, vous gagnez des défis qu'on fait souvent dans la rue ou sur des terrains ou dans nos magasins. Donc je vous passe les vidéos, mais évidemment tout ce que j'ai mis là est disponible sur TikTok. Et si jamais vous voulez en savoir un peu plus, moi je suis dispo sur LinkedIn, vous venez m'en parler, il y a aucun problème. La dernière, c'est un exemple de ce qu'on fait en magasin, justement. On va spécifier des clients de passage, on va en profiter pour leur faire faire bien, si tu veux faire des ponts, et on va en profiter aussi pour leur donner des petits cartes cadeaux à ceux qui ont fait les défis sportifs. Donc là, le défi du jour, c'était des tractions. Donc voilà sur la typologie proximité. Et sur la dernière catégorie, c'est les partenariats.
qui devient un sujet hyper important pour Decat aujourd'hui. Vous nous avez vu sûrement pendant les JO, mais on est aussi partenaire de la LFP, donc Ligue 1 et Ligue 2. On est aussi partenaire de la NBA et on est partenaire depuis peu de l'UEFA. On a pas mal de partenariats maintenant à mettre en avant, qui est une typologie qu'on n'avait pas avant, mais qu'on a beaucoup aujourd'hui. Et là, notre objectif dans ces contenus, c'est vraiment de mettre en avant le partenariat et notre actualité, mais avec des concepts adaptés aux réseaux sociaux. Donc, je vous laisse un exemple et je ne parle pas parce que je sais que vous m'entendez. La forme, 4 ans, c'était long, mais le match par équipe, c'était très très long. Qu'est-ce que ça n'a pas la tête de nous faire attendre autant? Oh, c'est vrai que c'était long, même pour moi. Vous avez un premier exemple, donc c'était pendant les JO, après la médaille de Teddy Riner. Donc, Samy qui va juste interviewer Teddy Riner et on parle de ça. Ça nous permet de mettre en avant le fait qu'il fasse partie de la team athlète et en même temps les JO. En deuxième exemple, vous avez, donc ça, c'est pour la Ligue 1. Donc là, pareil, ça a servi en fait de révéler le nouveau ballon avec d'autres contenus aussi, mais de révéler le nouveau ballon au début de la dernière saison, donc pour cette saison-là. Et le dernier contenu, c'est avec AG2R. Donc ça, je pense que j'avais coupé le son pour vous expliquer le truc en direct. Mais du coup, là, c'est en fait, on a envoyé LTDG, qui sont des créateurs avec qui on bosse beaucoup, et qui du coup sont partis sur le bord du Tour de France pour donner des produits aux gens, pour parler d'AG2R, pour mettre en avant le partenariat. Donc c'est aussi un moyen pour nous de vraiment mettre en avant nos partenariats dans un contenu un peu plus ludique et divertissant, mais dans lequel on passe les messages qu'on veut passer sur nos partenariats. Donc là, c'était la dernière typologie. Donc vous voyez, on a ces 5 typologies avec plein de contenus différents, mais qui sont individuellement des contenus qui s'intègrent bien sur TikTok. En fait, on a pas mal de contenus où dans les commentaires, on voyait, j'avais même pas vu que c'était une pub, c'est une trop bonne pub, j'ai regardé une pub jusqu'au bout. Et en fait, ces commentaires-là nous renforcent dans cette idée de faire des TikTok et pas juste du contenu qui sert Decathlon. Et ensuite, au-delà du contenu, on a un sujet qui est hyper important pour nous sur TikTok, c'est l'importance de la modération qu'on néglige trop souvent. On sous-estime souvent l'impact d'un bon commentaire, comme je l'ai mis. Là, on est moins présent sur les derniers mois parce qu'on a moins eu le temps et on a eu beaucoup de contenu à créer. Mais c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de remettre en avant parce qu'en fait, tout simplement, certains bons commentaires vont prendre, je sais pas, peut-être 10 000 likes, même plus. Là, vous pouvez le voir dans les exemples. Et en fait, même des bons commentaires peuvent nous rapporter des abonnés et même en termes d'image, en fait, ça renforce le côté de Decathlon est cool, Decathlon est sympa, Decathlon parle avec les gens, Decathlon est proche et tout. Et ça humanise aussi notre compte, comme je l'ai mis. Donc, comme les contenus, les commentaires ont ont beaucoup d'importance dans notre stratégie. On essaye vraiment de le remettre au goût du jour aujourd'hui et de prendre le temps de le faire parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Ce qu'il faut juste qu'on fasse attention, c'est de ne pas tomber systématiquement dans l'humour comme on l'a mis, parce que c'est important de trouver l'équilibre entre l'humour et l'utile et le fait qu'on reste une marque. Donc, on a quand même des messages à adresser, même si on veut le faire de la manière la plus détendue possible. Ensuite, je fais un petit passage sur les chiffres. Donc là, c'est les chiffres de l'année 2023. J'ai pas pu vous prendre tous les chiffres de TikTok depuis le début, mais c'était une année hyper charnière pour nous puisque c'est là qu'on a vraiment installé tout ce que j'ai pu vous expliquer avant, et on est vraiment arrivé à un moment où tout a explosé en termes de chiffres. On a pris donc 110 000 abonnés l'année dernière. On a fait 65 millions de vues, énormément en organique, pas uniquement boosté, et on a posté 253 vidéos. Donc ce qui est vraiment énorme. On a pris donc 2,5 millions de likes, donc ce qui a renforcé en fait le fait qu'on allait dans le bon sens. Cette année, on a pris un peu moins d'abonnés, mais on a explosé le nombre de vues puisque forcément il y a eu les JO et tout. Mais en fait, c'est cool parce que ça renforce vraiment le fait que ce soit qu'on aille dans le chemin en fait, tout simplement. Et ensuite, pour terminer, je vous ai mis le top de nos contenus, qui sont des contenus que vous avez certainement vu passer. Le premier, c'était les punaises de lit, donc j'ai mis les stats associés. La deuxième, c'était la série de Léonie Oski, donc avec tous les contenus qui vont bien. Donc, je vous les passe. Ne pas seulement la bête noire de certains particuliers. Elles ont été récemment vues dans les cinémas, des trains ou des bibliothèques. Voilà, et il me reste peu de temps, donc je vais vous éviter de passer les autres. Là, on a le top créé par des créateurs. Le premier, c'était la vidéo de la reprise avec Nicotine que vous avez peut-être déjà vu passer. Et la deuxième, c'est un mic up, comme je vous l'ai montré plus tôt, avec Samy. Avec une gardienne de hand, et je finis juste sur la conclusion. Donc sur c'est quoi la suite pour nous? Nous, on a vraiment envie de renforcer notre présence et notre réactivité en commentaire, comme je vous l'ai dit.
mais surtout la spontanéité autour de nos contenus. On a beaucoup de grosses prods et on a envie de faire de plus en plus de contenus plus spontanés et plus faciles à construire. Et il faut aussi qu'on développe nos dispositifs autour de nos partenariats et autour de nos lancements de produits plus régulièrement et les collaborations avec les créateurs de contenu. Et je pense que j'arrive pile à 30 minutes. Donc, merci à tous. C'était super. Merci beaucoup, Célia. Comme je pense que tu l'imagines, il y a beaucoup de questions. Donc, donc je vais t'en poser quelques-unes. Je suis dispo. C'est bon. Mais c'était hyper complet, donc merci beaucoup. La première question, c'est une question de Marie qui demande comment est-ce que tu mesures la valeur des contenus. J'imagine qu'il y a forcément le côté hyper perf, tu vois, les likes, les commentaires, tout ça. Mais est-ce qu'il y a une autre manière de mesurer qu'un contenu fonctionne ou fonctionne pas? Alors, on s'est un peu détaché des perfs parce qu'on est conscient qu'il y a des contenus qui sont bons, mais qui ne sont peut-être pas dans le timing ou alors l'algo a décidé de ne pas les faire marcher. Donc, tout ce qui est important pour les contenus, c'est les commentaires avant le nombre de vues. Parce qu'en fait, des fois, il y a des contenus qui pètent en termes de vues, mais en termes d'engagement, c'est vraiment pas ouf. Donc, nous, ce qu'on regarde vraiment en prio, c'est les commentaires et les retours des gens. Il y a des contenus qui n'ont pas énormément marché, mais très vite, dans les 10, 15 premiers commentaires, on avait, ah ben, trop bien la vidéo, ah, j'aime bien, trop utile. Donc, quand on voit ça assez vite, on se dit, OK, en fait, le contenu, il est bien, juste, il a pas pété pour plein de raisons qui, des fois, nous dépassent. Donc, on regarde ça en priorité, donc l'engagement, vraiment l'engagement humain plus que l'engagement stats. Et le deuxième truc, c'est nous, ce qu'on en pense à titre perso et ce que les gens autour de nous pensent, par exemple, au bureau. Souvent, en fait, on va créer un contenu et on va le montrer à d'autres gens. Et si tout le monde, de façon unanime, nous dit, bah, franchement, il est cool et tout, ça nous renforce dans l'idée que c'est un bon contenu. Et le dernier point, c'est évidemment le rapport à notre strat. Avec l'expérience, aujourd'hui, on est capable de dire qu'un contenu est bon ou non par rapport à notre strat ou par rapport à ce qui se passe sur TikTok. Donc, si on y trouve de la cohérence par rapport à tout ce qui s'y passe, par rapport à tout ce qu'on a fait, par rapport à nos bons contenus, on peut décréter que c'est un bon contenu nous-mêmes sans que les stats suivent. Après, généralement, quand un contenu est très bien, si les stats ne suivent pas et qu'on le booste un peu, ben en fait les stats vont suivre après. Et il y a eu un exemple dans la presse, c'est le contenu du porteur avec les deux petits qui l'expliquent. Il est parti doucement. Je l'ai sponsorisé parce que je me suis dit non mais c'est pas possible, des enfants qui parlent comme ça d'un vélo, ça peut que marcher et tout. Et en fait, il a explosé après la sponsor. La sponsor a permis de rendre le contenu visible. Et en fait, derrière, ça a lancé la partie organique. Donc, je sais pas, on était peut-être à 70 000 vues avant la sponsor. C'est monté assez vite à 600 000, 700 000 vues avec la sponsor. Et en fait, la sponsor s'est arrêtée et il a continué de se diffuser. Et derrière, il a atteint, je crois, 1,6 ou 1,7 million de vues. Donc, c'est tous ces éléments-là qui nous font dire qu'un contenu est bon au-delà de juste le nombre de vues. Super, super clair, merci beaucoup. Alors j'ai une question qui je pense qui doit être un peu peut-être longue à répondre, mais je pense que spécifiquement pour une marque comme Decathlon et spécifiquement avec ce qui s'est passé cette année, les JO, comment est-ce que d'un point de vue éditorial, même d'un point de vue organisation, opérationnel, tout ça, un événement comme les JO à Paris, Decathlon, marque française, tout ça, comment ça s'organise? Et j'imagine aussi combien de temps ça a pris, enfin depuis combien de temps vous travaillez sur cette strate-là? Et ouais, concrètement, comment ça se met en place? Alors, la strate des JO a commencé il y a 2 ans. Donc, à l'époque, ils ont mis en place du coup, il y a plus de 2 ans maintenant, mais 2 ans avant les JO, ils ont mis en place une équipe projet autour des JO dans laquelle c'était vraiment une vraie équipe. Donc, ils avaient une équipe com, une équipe événementielle et tout ce qui s'ensuit. Et donc, du coup, dans l'équipe com, ils avaient construit une équipe qui créait du contenu ou qui était en charge de créer du contenu. Pendant les 2 années, on a beaucoup bossé avec eux parce qu'on avait dans l'équipe contenu un référent réseaux sociaux qui était quelqu'un qui ont bossé depuis longtemps, qui était anciennement, donc c'était Martin, l'ancien CM de Kipsta à l'époque. Donc c'est quelqu'un qu'on connaissait bien, donc les échanges ils étaient hyper fluides. C'est lui qui a pris en charge tout ce qui concernait le contenu des JO et du team athlète. Et donc pendant 2 ans, en fait, on a fait des contenus, mis en place une strate ensemble pour savoir comment on voulait en parler. Il a beaucoup baigné dans notre équipe pour comprendre comment garder notre tonalité, mais sur les JO. Et comme c'est quelqu'un avec qui on bossait déjà beaucoup, c'était assez naturel. Et en fait, donc pendant 2 ans, ils ont créé pas mal de contenus qui étaient moins visibles puisque trop tôt et les JO étaient pas encore, enfin la hype des JO était pas encore arrivée. Arrivés aux JO, en fait, ils avaient toutes leurs équipes qui étaient pendant 3 semaines à Paris du coup au Decathlon Playground pour la plupart, pour ceux qui sont allés. Donc c'était un playground qu'on a mis en place pendant les JO où il y avait pas mal d'activités tous les jours. Et donc du coup
ils avaient une équipe qui était sur place H24. Nous, on était là en soutien s'ils avaient besoin. Mais en fait, ils avaient une équipe qui gérait tout. Et en fait, on était là pour faire des retours s'il y avait besoin, pour les accompagner plutôt en amont sur la création de contenu. Par exemple, on a fait des contenus avec un média qui s'appelle Urbania. Bah, on était là avec eux pour parler contenu, pour être sûr d'avoir la bonne, le bon ton et tout. Mais en fait, une fois que les JO ont commencé, on pensait qu'on allait avoir énormément de taf, nous. Ils ont tellement géré qu'on était vraiment juste là en soutien et que du coup, on a pu en fait sur l'après JO et tous les autres sujets. Donc eux, ils étaient énormément. Hein, il y avait beaucoup de gens dans leur équipe. Sur la partie com, ils étaient, je pense qu'ils étaient 4-5 à gérer vraiment au quotidien et ils avaient énormément de taf. Eux, pour le coup, ils ont vraiment charbonné pendant les JO. Mais c'est ça, en fait, c'est une grosse équipe projet qui a été montée en parallèle de notre équipe à nous et avec qui on bossait régulièrement, quoi. Ok. En tout cas, 2 ans de prep, tu t'imagines que c'est normal vu l'événement, mais c'est quand même quelque chose qui se prépare vraiment en Ouais, amont, c'est quoi. ça. Après, les contenus qui sont sortis pendant les JO et tout ce qu'il y a eu sur TikTok ont pas été préparés pendant 2 ans. C'est des choses Ouais. qui ont été préparées dans les mois d'avant, pendant plusieurs mois, évidemment, pour anticiper la création de contenu, la présence des athlètes, toutes ces choses-là. Mais l'installation de cette strate, savoir les bons contenus qu'on veut refaire pendant les JO et tout, c'est plein de tests en fait qu'on a fait en amont. Et pour être honnête avec vous, avant les JO et avant la cérémonie, on se disait, mais les contenus JO, c'était les contenus qui marchaient pas sur nos réseaux. Parce qu'en fait, les gens avaient une réticence par rapport aux sujets JO à Paris. Donc, du coup, dès qu'il y avait des sujets volontaires, on se faisait détruire en commentaire à juste titre pour plein de trucs qui nous dépassent et qui concernent plutôt des problématiques que les JO vivent au quotidien et qui sont vraiment pas faciles pour eux à gérer. Les sujets des athlètes, ben, tout le monde s'en foutait un peu, alors que les contenus, pardon, étaient cool, mais juste pas dans le bon timing, mais il fallait quand même qu'on les fasse parce qu'il fallait installer le partenariat petit à petit. Donc, on avait vraiment des stats qui étaient pas incroyables sur ce sujet-là. Et dès que la cérémonie est passée, alors là, c'était l'extrême inverse. La Tout ce folie. qu'on postait sur les JO fonctionnait. Et en même temps, c'est ce qu'on a dit à l'équipe JO après. Et on trouve que le taf qu'ils ont fait, il est vraiment incroyable. On a trouvé la couverture vraiment complète, les contenus étaient ultra qualitatifs et tout. Donc on est vraiment content pour eux que en fait il y a eu un revirement et qu'après tout a fonctionné parce que on aurait été deg que ça paye pas pour eux. Parce que même avant, hein, les contenus qui marchaient pas, il y en a qui étaient vraiment cool et on trouvait ça dommage. Mais ouais, au final, tout a fonctionné pendant les JO, donc c'était cool, quoi. Trop intéressant. J'ai une question qui est un peu opérationnelle. Ça m'intéresse aussi parce que j'étais moi-même, bon, je vous raconte ma vie, hein, mais je travaillais chez Zoom avant et j'étais en charge du coup de la stratégie TikTok quand je travaillais chez Zoom. Et la partie community management, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une des parties les plus importantes de TikTok et parfois on l'oublie un peu que c'est énormément évidemment de production de contenu, mais que la partie community management, elle peut vraiment faire la différence parce que en tant que c'est un des seuls réseaux avec peut-être X et X, on sait que c'est toujours un peu bancal, mais où tu peux en tant que marque t'exprimer et aller sur d'autres contenus pour aller aussi avoir des conversations au besoin. Comment vous gérez, vous, concrètement, ce community management? C'est une personne spécifique qui est en charge, vous partagez les trucs, vous passez par une plateforme de social media management, comment ça s'organise? Alors, on passe pas par des plateformes parce que, en fait, nous, on a la volonté de tout faire à la main, c'est-à-dire qu'on Ouais. programme pas nos posts. On poste tout nous-mêmes, au jour le jour et tout. Parce qu'il y a trop eu par le passé des posts programmés qui ont oublié d'être déprogrammés et du coup, on prend plus ce risque-là, Ouais. on fait vraiment tout à la main, ce qui est peut-être pas une bonne idée des fois parce qu'on a souvent été pas mal débordés. Mais en dehors de ça, dans notre équipe, comment on est organisé aujourd'hui, on s'est restructuré là récemment parce qu'il fallait justement qu'on soit un peu plus structuré sur des missions. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour que vous captiez un peu, dans notre équipe là aujourd'hui, on est, que je me trompe pas, on est 5, donc on a une alternante, quelqu'un sur le contenu à 50%, moi, et ensuite Yann et Jeff du coup qui ont créé l'équipe social media un petit peu avant que j'arrive, qui eux gèrent soit le paid, soit la gestion stratégique de l'équipe. Mais donc du coup sur le contenu on est on va dire 2,5 quoi. Et jusqu'à aujourd'hui on gérait les gens qui géraient le contenu géraient tous tout, c'est-à-dire que on créait le contenu, on trouvait les idées, on allait sur les tournages, on gérait le community management, on gérait avec les créateurs l'influence tout ça. Donc c'est vraiment beaucoup de travail et je crois que j'ai vu passer une question justement sur comment on crée 250 contenus sur une année. Bah en fait ça rentre dans ça, c'est on était donc avant l'alternante actuelle, il y en avait déjà un, donc on a toujours été 2,5 là depuis on va dire juillet 2023 pardon. Bah en fait on gère tout, on essaie de s'organiser au mieux, on se bloque des temps pour vraiment prendre le temps d'aller répondre aux gens et comme je l'ai dit dans la presse c'est un truc qu'on a un peu mis de côté parce qu'on a eu beaucoup de partenariats, beaucoup de contenu, beaucoup de trucs à faire cette année.
Et là, du coup, on s'est restructuré un peu mieux pour être sûr de le faire. Parce qu'en fait, en faisant tous plein de trucs, il y a forcément des choses qui passent en second, qui passent derrière. Et en fait, l'arrivée de TikTok a pas mal chamboulé ces choses-là parce que on est passé de contenu qu'on créait rapidement ou des photos ou des trucs qu'on reprenait ou des créas ou des tweets à des vidéos toute l'année. Et en fait, le meilleur moyen qu'on a trouvé pour s'organiser, notamment sur cette partie-là, c'est de s'entourer d'experts. Donc, les créateurs avec qui on bosse aujourd'hui, notamment Samy, que j'ai vu passer dans les commentaires et avec qui on bosse beaucoup, il a tellement baigné chez Decat que on n'a même plus besoin d'aller sur les tournages et il gère en autonomie et c'est un membre de l'équipe en partie, quoi. Et en fait, on a réussi à créer ce truc-là avec pas mal de créateurs. Donc, du coup, on peut aujourd'hui déléguer beaucoup de tournages, ce qui nous permettra de prendre plus de temps sur la partie community management et autres. Et donc là, aujourd'hui, pour que vous captiez comment on est structuré, donc il y a toujours donc Yann et Jeff qui chapeautent un peu. On a un pôle donc social media et content que moi je gère, un pôle paid et un pôle activation et influence que Jeff va gérer avec quelqu'un d'autre qui arrive en janvier. Et en fait, dans mon pôle à moi, on a notre alternante qui est vraiment CM à 100%. Donc sa mission, ce sera en prio de parler avec les gens et de créer des petits contenus spontanés. Ouais. Donc les trucs un peu marrants ou les trucs sur l'actu qui sortent en fait des gros tournages. Et comme ça, moi et Pierry qui est dans mon équipe, on s'occupe plutôt de la partie gros tournage qu'on doit soit déléguer, soit gérer nous-mêmes et tout. Et donc, on se structure comme ça. Là, cette structuration-là va nous permettre vraiment d'adresser tous les sujets de la meilleure des manières possibles. En tout cas, autant que nos ressources humaines le permettent, puisque forcément, on peut pas faire plus que le nombre de personnes. Mais voilà, je me suis un peu étalée. J'espère que c'était clair. Non, c'est hyper clair et tu as répondu en plus à une deuxième question et qui, je pense, est une conversation qui, en tout cas, chez les social media managers, qui revient quand même beaucoup en ce moment. Je sais qu'il nous reste que 3 minutes, mais c'est quelque chose, moi, personnellement, je trouve ça hyper intéressant. C'est à quel point, pendant très, très longtemps, on embauchait un social media manager et cette personne, elle devait gérer Facebook, YouTube, Ouais. TikTok, tout ça, On et a qu'on est longtemps fait, vraiment ouais. en train, voilà, on est vraiment en train de shifter en disant maintenant on embauche quelqu'un pour TikTok, quoi. On embauche quelqu'un pour TikTok et Instagram Reels, et c'est tout, et c'est ça qu'ils font. Et je pense qu'il y a encore un gros travail, notamment, je pense que les social media managers sont assez conscients de ça. C'est plus des choses à mentionner au-dessus et d'expliquer. C'est pas la peine d'aller forcément sur toutes les plateformes de réseaux sociaux si votre Oui, bien audience elle sûr. n'y vit pas, et si votre audience elle vit sur TikTok, embauchez quelqu'un qui fait du TikTok quoi toute la journée et qui ne fait pas d'autres nécessairement d'autres contenus. Donc ouais, t'y réponds tout à fait. C'est ça, Si exactement. t'avais un conseil à donner parce que parmi l'audience et les gens qui nous suivent aujourd'hui, il y a forcément des gens qui font du B2C, mais il y a aussi des gens qui Oui, font bien du sûr. B2B, du service et tout. Et ce serait quoi un peu ta règle pour dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Ou vous étiez un peu dans votre postulat de départ de vous dire est-ce qu'on va sur TikTok ou est-ce qu'on n'y va pas? Si t'es pas forcément une marque qui fait enfin Decat, tout le monde adore Decat. Vous êtes une marque que les gens aiment beaucoup déjà de base. Comment est-ce qu'on, je sais pas, vous êtes j'allais dire un fabricant de ciment, j'en sais rien, mais comment est-ce qu'on sait qu'on peut y aller et que ça fait sens d'y aller, quoi. Bah, la première question déjà, c'est est-ce que j'ai le temps d'être sur TikTok? Ouais, Parce qu'il y a d'autres réseaux sur lesquels ça peut être intéressant d'aller et ça prendra moins de temps d'être présent. ouais, Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que c'est un réseau avec lequel je suis à l'aise? Est-ce que c'est un réseau que je consomme aussi? Parce que on n'est jamais meilleur sur TikTok que si on y passe beaucoup de temps, malheureusement. ouais. Malheureusement pour Ou nos vies, heureusement. en fait. Mais heureusement, ouais. Et donc, du coup, passer beaucoup de temps dessus, c'est essentiel. Donc, il faut déjà savoir faire ça parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout intéressés par TikTok. Et donc, pour aller créer du contenu sur TikTok, Ouais. quand on n'est pas fan du réseau, c'est hyper compliqué. Et ensuite, ben, c'est une question de cible, hein. Ouais. C'est une question de cible. C'est aussi la thématique qu'on veut mettre en avant. Est-ce que c'est une thématique qui peut naturellement s'intégrer sur TikTok? Est-ce que c'est une thématique sur laquelle on peut facilement trouver des idées qui marcheraient sur TikTok? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est le fait d'avoir vulgarisé plein de sujets, Ouais. plein de métiers qu'on connaissait pas ou qu'on voulait pas connaître, et on les a tellement humanisés, tellement vulgarisés qu'il y a des trucs auxquels on s'intéresserait pas, genre du jardinage ou un Ouais. super fromager qui détaille exactement tout sur comment il affine son fromage. Genre, c'est ça, est-ce que la thématique que j'ai peut s'approcher de sujets Ouais. comme ça qui peuvent sortir un peu du truc un peu conventionnel de mettre en avant sa marque. Mais ouais, je pense que c'est une question de ciblage, de temps et Ouais. d'appétence avec le réseau, quoi. Ok.
Eh ben, merci beaucoup, Célia. Il nous reste 42 secondes avant qu'on rejoigne Thibaut pour la dernière session du Content de Semi. C'est passé tellement vite. Donc, on espère tous vous y retrouver dans 30 secondes maintenant. On va parler d'attention economy. Donc, c'est hyper intéressant aussi. On espère vous garder jusqu'ici. En tout cas, Célia, franchement, merci beaucoup. Les retours d'expérience, on adore vos vidéos. Elles sont trop qualies et on va s'assurer de tous aller suivre des 4 sur TikTok. Merci à toi. Merci à vous pour l'accueil, c'était très cool. Et je le répète, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas pu répondre, on se capte sur LinkedIn. Ça marche. Merci à tous. À tout de suite. Salut!